Vous êtes bien dans Au quotidien sur LMTV Sarthe en ce lundi 5 février avec à la présentation du journal ce soir, Anthony Piton. Bonsoir Anthony. Bonsoir Laure, bonsoir à tous. Quel est l'invité de votre journal ce soir Anthony? L'invité c'est Jean-Christophe Gavalet, le président de France Nature Environnement Pays de la Loire. On évoquera avec lui le bilan 2023 du dispositif Sentinelle de la Nature, une plateforme numérique dédiée au signalement des atteintes à l'environnement. Et puis à 18h45, un autre environnement, vous allez le voir avec Pierrick Bourdeau, auteur sartois. Enfin, il n'est pas sartois, il a fait ses études en Sarthe et il sort un nouveau livre dédié au bistrot sartois. Mais pas seulement, vous le verrez. Tout de suite, place à l'actu. Au sommaire de ce journal, en ce lundi 5 février, le témoignage de Denis après l'incendie de son paliglou. Oui, un paliglou, c'est la contraction de palette et igloo, un habitat alternatif insolite que Denis Lefranc avait fabriqué sur son terrain à Allonne et qui a pris feu ce samedi. Pas touche aux arbres de l'avenue Bollé. Une pétition a été lancée par les riverains pour défendre 200 érables qui pourraient être abattus pour les travaux du projet de chronoligne. Les policiers municipaux sont dans la rue. Samedi, ils étaient une vingtaine devant la préfecture pour demander une revalorisation de leur salaire et de leur retraite. Mais on ouvre ce journal avec ce fait divers, le corps d'un jeune homme de 23 ans retrouvé dans la rivière Sarthe au Mans ce lundi midi. C'est une info de nos confrères du Maine Libre. Vincent Lecornuet, âgé de 23 ans, était porté disparu depuis ce dimanche. Il n'avait plus donné signe de vie depuis qu'il avait quitté la boîte de nuit Le Guest vers 3 h du matin dans la nuit de samedi à dimanche. Son corps a été retrouvé au niveau de l'écluse des Planches ce lundi midi. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de sa mort. C'est le projet de toute une vie partie en fumée, Anthony. Depuis 11 ans, Denis Lefranc construit un lieu de vie alternatif et écologique sur sa parcelle de terrain à Allonne. Samedi, le rêve a viré au drame avec l'incendie d'un paliglou, une petite maison construite en palettes de bois et en ballots de paille. Aujourd'hui, le propriétaire pense à la reconstruction. Alexandre Ferrer. 48 heures après l'incendie, Denis ne peut que constater les dégâts. Sous ce tas de débris encore chaud, 11 ans de vie sont partis en fumée. J'étais très affecté et tout ce qu'il y avait ici, c'est moi qui l'ai fait, qui l'ai pensé, qui l'ai construit. Et là, il y a d'un seul coup quelque chose qui s'en allait, qui partait. Et ça, ouais, j'étais très, très affecté. Dans l'après-midi du 3 février, 19 pompiers sont intervenus pour éteindre le sinistre. Je tiens à le dire, grâce à une jeune fille pompier qui a réussi à m'écouter, on a pu sauver tout ce qui est là. Elle a compris ce que je voulais et comme il n'y avait pas de flamme et puis beaucoup de fumée mais qu'il n'y avait pas de flamme, donc on pouvait aller dans le paliglou. Et on a pu sortir tous mes meubles, mes affaires et tout ça grâce à elle parce qu'elle m'a écouté, elle a commencé à le faire et du coup tous les autres pompiers l'ont fait et je la remercie cette petite jeune fille. Dans ce lieu alternatif se trouve Bruno, un ancien SDF recueilli par Denis. Présent lors de l'incendie, Bruno compte participer à la reconstruction de sa nouvelle maison à base de matériaux recyclés. L'isolation, ça va être toute la laine de roche qui a été récupérée au Dôme des Jacobins. J'en ai récupéré 29 sacs et c'est que des belles pièces. Dans cette même démarche, les matériaux de la maison détruite seront réutilisés. Et puis là, tout de suite, on va tout ce qui est terre et paille, on va les mettre dans le champ parce que ça retourne à la nature, quoi. Ça fera de l'humus. Ça au moins c'est positif. Positif, Denis garde le moral malgré tout et compte finir les travaux d'ici le mois d'avril prochain. Au Mans, une pétition prend de l'ampleur contre la destruction programmée des érables de l'avenue Bollé. Et ce sont 200 arbres en tout qui pourraient être condamnés dans le cadre du projet de chronoligne, ces lignes de bus express prévues pour 2026. Alors que l'étape des réunions publiques est déjà passée, une fronde s'organise menée par des associations et des riverains. Enzo Maubert. Les 200 arbres de l'avenue Bollé vont-ils disparaître ? C'est la crainte de ce collectif composé d'associations environnementales, de riverains et de particuliers. Ensemble, ils ont lancé une pétition qui, en quelques jours, a dépassé les 4500 signatures. On a les signatures qui sont hébergées sur le site Green Voice et sinon on a les signatures de quartier, les signatures de porte-à-porte, les signatures de marché. Et là directement dans notre localité et essentiellement sur l'avenue Bollé et autour de l'avenue Bollé, on approche les 500 signatures déjà.
Ces érables sont menacés par le projet de bus rapide Chronoligne prévu pour 2026. Des arbres qui seraient devenus gênants, trop âgés et malades selon la municipalité. Des arguments aussitôt balayés par les opposants au projet. Ces arbres ont été plantés dans les années 70. Ils ont à peu près entre 60 et 70 ans pour la première partie. À partir de la Mariette jusqu'à la Rocade, ils ont été plantés encore une vingtaine d'années plus tard. Donc on a un tissu d'arbres qui a entre 50 et 70 ans. Au minimum, ils vivent 130 ans. De son côté, cette présidente d'une association de défense de l'environnement y voit une nouvelle fois un non-sens écologique. C'est la continuité, si vous voulez, de la fonte générale des grands arbres au Mans. C'est la goutte d'eau, si on peut dire, qui fait déborder le vase. Et on trouve que, justement, ça ne s'inscrit pas du tout, cette opération, dans la transition énergétique, mais dans plutôt une optique de croissance. Le collectif, qui regroupe pour l'instant une cinquantaine de personnes, aurait surtout aimé que les habitants soient davantage consultés. Des places de stationnement sont également menacées. Le maire n'a pour l'instant pas souhaité communiquer sur le sujet. Le collectif, lui, a prévu des opérations de tractage dans les prochains jours. Et ceux qui communiquent, ce sont les élus écologistes et le groupe citoyen écologiste et solidaire qui lancent un appel au maire du Mans. Ils demandent que soit initiée une phase de concertation avec les riverains, les commerçants et tous les acteurs impactés par le projet Chronoligne. Ils appellent aussi à une pause dans la planification du projet sur l'avenue Bollé. Autre grogne, celle des policiers municipaux en mal de reconnaissance. Ils ont manifesté partout en France ce samedi. Partout en France et au Mans, donc, ils étaient une vingtaine d'agents venus des 4 coins du département à se retrouver devant la préfecture samedi. Alors qu'ils ont de plus en plus de missions, ils demandent à être mieux considérés, au moins autant que leurs collègues de la police nationale sur le plan des salaires et des retraites. Enzo Maubert. De mémoire de policiers municipaux, c'est la première fois qu'ils manifestent au Mans. Devant la préfecture, une vingtaine d'agents sur les 77 que compte le département. Leur principale revendication, une revalorisation de la prime police. Elle peut représenter jusqu'à plusieurs centaines d'euros par mois, en plus du salaire de base. On souhaite une revalorisation pour les catégories C de 20 à 25% et pour les catégories B de 30 à 32% avec une obligation de ce versement de cette prime et pas au bon vouloir de chaque collectivité. Autre souhait, qu'elle soit intégrée au calcul de leur retraite. C'est pas normal qu'un policier municipal, après avoir servi et est engagé dans des missions périlleuses, ait une retraite à moins de 1 200 euros par mois, contrairement à la police nationale où eux, ils arrivent à 1 800, 1 900 euros. Des demandes légitimes pour ces policiers qui estiment être autant sollicités que leurs collègues de la police nationale. On est beaucoup moins payés, beaucoup moins reconnus. La police municipale en général est toujours les primo-intervenants. On arrive très souvent sur les interventions avant la police nationale ou la gendarmerie nationale, du fait que ces services étatiques n'ont pas forcément beaucoup de personnel. Les policiers municipaux comptent sur l'arrivée des Jeux Olympiques pour faire pression sur le gouvernement. Ils seront en première ligne pour remplacer les forces de l'ordre mobilisées sur l'événement. Ils demandent à toucher, eux aussi, la prime de 1 000 euros promise par Gérald Darmanin. L'invité de notre journal, c'est Jean-Christophe Gavalet, le président de France Nature Environnement Pays de la Loire. Bonsoir Jean-Christophe Gavalet. Bonsoir. Alors ça fait 2 ans maintenant que France Nature Environnement a lancé le dispositif Sentinelle de la Nature. C'est une plateforme qui permet à tout un chacun de devenir en quelque sorte un justicier de l'environnement en signalant les atteintes qui sont observées dans la nature. Quel bilan vous faites en Sarthe de ces 2 années du dispositif ? Peut-être pas justicier, mais au moins militant conscient de son environnement. Nous servons de relais entre les gens qui sont dans l'environnement et dans la nature et qui s'aperçoivent d'une atteinte et les autorités compétentes qui, elles, ont pouvoir de justice. L'intérêt de cette plateforme, c'est justement de caractériser les différentes atteintes, de permettre d'aller rencontrer les autorités pour leur dire, mais vous voyez, là, il y a un problème. Le bilan, cette année, 51 signalements, une quarantaine l'année précédente, c'est un bilan en augmentation, avec des changements d'une année sur l'autre.
Nous sommes passés d'une attention très importante à l'arbre qui a été suivie par quelques condamnations, mais aussi quelques remontrances, quelques engagements des maires et de la justice qui ont fait diminuer ces atteintes. On reste principalement dans l'incivilité et les dépôts de déchets. Ouais, c'est ça surtout qui vous revient régulièrement, des dépôts de déchets sauvages. C'est ce qui reste toujours dominant, sachant que la majorité des gens qui nous signalent ces atteintes sont des gens qui se promènent dans la nature et qui constatent une petite remorque de déchets verts accompagnés de plastique, des gens qui ont trouvé la déchetterie fermée et qui, au lieu d'attendre patiemment la remorque chargée, se débarrassent, ou des professionnels des travaux publics qui ont pris la mauvaise habitude de ne pas aller dans les déchetteries professionnelles et se délester au coin des chemins de matériaux de construction. On trouve de l'amiante, on trouve des briques, on trouve un certain nombre de choses pas très ragoûtantes. Ce qu'on vous signale aussi régulièrement, c'est des abattages irréguliers d'arbres, c'est ça ? Oui, la question c'est que les règles se sont durcies pour les agriculteurs, mais pas forcément pour les collectivités et pour les particuliers, ni pour des forestiers. Donc on a vu se prendre la très mauvaise habitude de récolter du bois pendant la nidification des oiseaux. Nos amis de la LPO se sont exprimés l'an dernier pour demander aux particuliers d'éviter de tailler les haies au moment de la reproduction des oiseaux. Je rappelle que tous les oiseaux sont protégés et que toute destruction d'une espèce protégée peut mener à une condamnation et à une contestation de la part de l'OFB. Donc nous serons encore attentifs cette année à ce qu'on respecte la période de reproduction des espèces protégées, sachant que dans les souches, vous avez aussi des insectes protégés. Vous vous souvenez du pic-prune qui a défrayé la chronique, mais aussi le cerf-volant, le lucane cerf-volant qui est en voie de disparition. Quelles actions vous mettez en place alors suite à ces signalements ? Vous contactez les autorités, c'est ça ? Oui, on s'adresse principalement aux maires qui sont de la police, qui ont forcément cette police de l'environnement, aux agents de l'OFB, et quand on leur signale assez tôt et que c'est correctement fait, on a des résultats rapides. Merci beaucoup Jean-Christophe Gavalet. Il y a une plateforme dédiée, Sentinelle de la Nature, où on peut aussi vous retrouver sur votre site France Nature Environnement. Merci à vous. sarthe.fr. Un dernier mot pour les étudiants du Mans qui sont appelés à voter. Oui, ce vote concerne les élections des représentants étudiants au conseil d'administration du Crous. 5 listes sont en lice dans le collège de la Mayenne et de la Sarthe qui dispose de 3 sièges sur les 7 en Pays de la Loire. Le vote a lieu uniquement de manière électronique du 6 au 8 février. Merci pour ce journal, Anthony. Une page de pub, la météo, et on se retrouve avec Pierrick Bourgault dans la suite. À tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et surtout un bon début de semaine en notre compagnie. Alors malheureusement, vous le voyez pour votre soirée, des conditions météo qui resteront encore assez maussades dans l'ensemble, avec toujours de très nombreux nuages sur l'ensemble du département de la Sarthe, mais également sur nos départements voisins. Côté température, elles évolueront entre 7 et 10 degrés. 8 degrés du côté de Mamers ou encore à Mortagne-au-Perche, au Mans ou encore du côté de Saint-Calais, 9 degrés à Vendôme, 10 degrés pour Tours, pour Blois, pour Angers ou encore du côté d'Alençon. Ce sera globalement la même situation pour la journée de mardi en cause de cet anticyclone qui, aux abonnés absents, les perturbations, elles en profitent, elles s'invitent, elles amènent avec elles de nombreux nuages, des températures assez douces au lever du jour, entre 7 et 9 degrés sous cette grisaille, 7 degrés pour Laval ou encore à Sille-Guillaume, même chose du côté de Vendôme ou encore pour la Chapelle-aux-Choux et pour Saint-Calais, 8 degrés à Tours et pour Angers, 9 degrés pour la Flèche ou encore au Mans. Alors pour la suite de votre journée, un ciel assez variable avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Globalement, ce sont quand même les nuages qui vont dominer. Les températures, elles, toujours comprises entre 12 et 14 degrés. C'est quasiment le double de ce qu'on devrait avoir normalement à cette même époque de l'année. Mercredi
mercredi, une perturbation un petit peu plus active avec de nombreux nuages, quelques précipitations, les températures entre 13 et 14 degrés, ça restera plutôt bien homogène pour la journée de jeudi. On devrait même gagner encore quelques degrés avec 15 degrés à Blois jusqu'à 16 degrés au Mans. Alors bien évidemment, au vu de cette échéance, nous affinerons tout ça lors d'un prochain bulletin météo. Passez une excellente soirée. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans la suite. On jette tout de suite un coup d'œil à la qualité de l'air. La carte arrive. L'indice de qualité de l'air sera moyen ce mardi en Sarthe et sur les Pays de la Loire. Le flux océanique est plutôt favorable à la dispersion des polluants émis localement, mais apporte de l'ozone qui sera le polluant le plus présent dans l'air dans les prochains jours. On passe à notre invité. Et qu'est-ce que je vous sers, Pierrick Bourgault, ce soir? Bienvenue sur notre plateau. Qu'est-ce que je vous sers dans le café du coin, l'écho des bistrots, édition Transboréal? Petite confidence sur les cafés, pubs, tavernes et autres estaminets. C'est d'abord une réécriture d'un livre que vous avez écrit il y a 12 ans, si je ne m'abuse. Tout à fait. Et je lisais, et c'est pas idiot, dans Ouest France, que c'est une invitation au voyage immobile, d'une certaine manière, dans les cafés, dans nos cafés. C'est un petit peu ça? Oui, bah c'est un tour du monde des cafés, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de cafés de Sarthe dont je parle, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer plein de lieux, de personnes, de microcosmes attachants, différents. Le voyage immobile, parce que effectivement, bon, on s'assied, puis on écoute, et puis on regarde, on essaie de... on médite un peu dans les cafés, si on veut, fois. On peut parler également, Ah oui, vous avez le choix. Et c'est ouvert à tous, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que on ne réserve pas, on prend un café ou une bière ou ce qu'on a envie de consommer, et on peut rester un bon bout de temps. C'est un peu le premier réseau social, bien avant les réseaux sociaux numériques, le café, en fin de compte, en définitive. C'est ce qu'on retrouve un petit peu dans votre écriture, hein, dans ce texte de quelques pages qui est vite lu, mais qui évoque tellement de sensations qu'on a tous pu avoir. Beaucoup de musique aussi qu'on écoute sur le jukebox, par exemple, des musiques qu'on connaît tous, populaires. Et ce mot de convivialité que vous essayez de décortiquer, finalement, à travers le prisme des cafés. Alors c'est un mot un peu fourre-tout, la convivialité, mais qui dit bien effectivement ce qui est convivialité, c'est plus manger ensemble, quoi. Et effectivement, manger avec des gens qu'on ne connaît pas à côté, bon, voilà, c'est une façon de partager des goûts, des saveurs, mais c'est plutôt une familiarité, à savoir, c'est souvent un peu une famille reconstituée, vous voyez, une famille de gens qui sont parfois des cœurs brisés ou des gens un peu seuls ou qui viennent de loin et qui se retrouvent et qui s'estiment, qui se respectent et qui s'écoutent. C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous, c'est ça. D'où le côté réseau social, mais un réseau social totalement libre. Vous voyez, vous n'êtes pas tracé, personne ne peut vous retrouver. Vous êtes, y a une liberté il y a des choses qu'on peut dire et d'autres, voilà, vous dites ce que vous avez envie de dire. Cette ambiance que vous décrivez, ça fait penser au café du coin. Vous avez bien connu la mère Lapipe, cette figure emblématique du Mans, j'imagine. Oui, j'ai écrit un livre sur elle, la mère Lapipe dans son bistrot, et puis elle est en couverture de ce livre. Vous voyez, le café du coin. Elle est assez présente dans le... Elle tient une place particulière pour vous? Oui, parce que bon, j'ai fait un livre. Enfin, j'ai eu la chance de connaître son café et les gens qui y vivaient pendant une quinzaine d'années. Et effectivement, c'était vraiment sans doute le café le plus extraordinaire que j'ai jamais connu, quoi. C'était une humanité, une gouaille, une intelligence humaine. C'était la psy, quoi. C'était une psy, on peut dire. Ça reste un commerce, un café. C'est ce que vous exprimez aussi là-dedans. Il ne faut pas l'oublier. On cherche une famille un peu de substitution, mais enfin, c'est pas la famille quand même. Oui, hein? Mais les relations sont assez... C'est un petit peu flou comme ça. Tout est un peu flou finalement. Oui, enfumé peut-être. Enfumé parfois. Dans le temps. Oui. Mais effectivement, ce sont des lieux où, effectivement, on paye les consommations, bien sûr. Mais justement, c'est bien parce que vous payez votre café à 1,50 € et puis vous avez le droit d'être là, quoi. Voilà. Donc c'est quand même un ticket d'entrée qui est très bon marché.
Et c'est le mélange, effectivement, le mélange de toute la société, finalement, qui se retrouve au même endroit. Un autre livre, alors ça, c'est le Café du Coin, 9,50 €. Je recommande chaudement chez Transboréal, si je ne dis pas de bêtises. L'écho des bistrots. L'écho des bistrots. Voilà, l'écho des bistrots. Un autre livre que je voulais absolument mettre en avant, l'Atlas des vins insolites. Alors, vous pouvez boire votre petit vin avec modération au bistrot si vous le souhaitez, mais là, vous nous proposez totalement autre chose. On parle des vins insolites, mais du monde entier, avec des photos que vous avez vous-même réalisées. C'est absolument extraordinaire parce que ça va de la France que l'on connaît avec les vignerons qui travaillent de plus en plus à l'âne, à nouveau, avec leurs ânes, leurs chevaux. Mais on va aussi dans le désert de Gobi en Chine ou encore en Irak, un pays cher à votre cœur. Vous avez beaucoup travaillé en tant que reporter, au Kurdistan notamment. Racontez-nous ce vin du Kurdistan. C'est étonnant. Alors oui, c'est du vin très artisanal, c'est fait par les chrétiens. J'ai rencontré un évêque, j'ai pu avoir le contact avec ces vignerons qui sont extrêmement discrets, comme vous pouvez l'imaginer. Après l'époque de Saddam Hussein, après l'époque des guerres, après sont des Kurdes chrétiens. Donc ils fabriquent du vin pour la messe et qui le font clandestinement dans leur salle de bain avec des raisins qu'ils récoltent, qu'ils récupèrent. Et ce sont c'est tout un réseau quoi, de tout petits producteurs. C'est une culture qui est devenue très discrète. Voilà. Ça, c'est effectivement les conditions les plus confidentielles. Les collines sont minées, par exemple, donc il faut faire attention là où on marche aussi. Extraordinaire. On parle aussi, tout simplement, le tout premier vin dont vous parlez, c'est le vin de glace du Québec. Alors ça, c'est extraordinaire aussi, un vin très cher parce que très rare, mais il faut voir dans quelles conditions il est produit, par des températures absolument hallucinantes, avec une vigne particulière, justement. Enfin, tout est fou dans cette histoire. Oui, ils sont aperçus qu'effectivement, quand le raisin gèle, eh bien, quand il est mûr et qu'il gèle, il gèle pas complètement parce que le raisin est sucré. Donc, c'est l'occasion de presser, ce qui fait que c'est une sorte de cryo-extraction, puisque... cryo-extraction. Voilà, tout simplement, naturel, puisqu'il y a l'eau qui reste dans le pressoir, puisque l'eau, c'est des glaçons, et le jus sucré qui sort. Donc on a une concentration de jus sucré, il ne récolte presque rien, ça part en fermentation. Alors on en fait en Alsace, on en fait en Allemagne, on en fait aussi en Autriche. Ça va tendre à disparaître avec le réchauffement climatique. C'est un petit peu ce qui risque de se passer. Bon, c'est une curiosité, c'est un vin hyper sucré. Mais c'est absolument passionnant avec de très belles photos et c'est 30 ans de travail et de voyage que vous nous racontez là-dedans. À travers le vin, vous rencontrez les hommes qui le font, tout simplement. Les hommes, les femmes qui le font. Et puis aussi, c'est une façon de parler de la façon classique de faire le vin, en parlant de la façon un peu étonnante, bizarre, limite, extrême, avec des climats très froids, très chauds, très secs. Comment cultiver de la vigne alors qu'il ne pleut pas à Pantelleria, il n'y a pas d'eau du tout. Ouais. Et bon, ils font des trous dans lesquels il y a de la condensation. Et puis, j'étais chez Carole Bouquet, par exemple, qui fait son vin sucré de Pantelleria. De cette manière-là. Voilà, c'est ça. Donc, ce sont des méthodes très étonnantes. L'Atlas des vins insolites, édition Jonglaise, on dit. Très, très belle maison d'édition qui propose des ouvrages absolument magnifiques, toujours très, très bien illustrés. Je vous conseille. Et puis, un dernier mot, on n'a pas le temps de développer, mais on en a parlé il n'y a pas longtemps de Louis et Lucienne Le Bourdet, Nos racines paysannes aux éditions Ouest France, qui est sorti en 2021 et que vous rééditez pour notre plus grand plaisir en format poche, parce que ça a bien fonctionné, j'imagine, en Sarthe. Ces chroniques de la vie paysanne de Louis Le Bourdet qu'on connaît également pour être un auteur, un paysan auteur. Mais alors, on n'est pas du tout dans le passéisme, on est vraiment dans la réalité de la vie d'il y a un siècle, en vérité. Qui explique la vie de maintenant, vous voyez, le malaise des agriculteurs. Eh bien, Louis l'explique avec pourquoi les pesticides ont pris une telle importance. C'était un agriculteur très progressiste qui avait envie de produire un peu davantage pour pouvoir payer les études de ses enfants. Et puis, il estime que les banquiers et d'autres structures ont trahi les agriculteurs pour vendre des tracteurs, vendre des engrais, vendre des pesticides qui posaient d'autres problèmes. Vous voyez, donc... Très, très beau témoignage, en tout cas, une très, très belle rencontre que je vous conseille absolument. Votre site internet, monbar.net
Merci. Petit clin d'œil avec une cinquantaine de livres au moins sur votre site internet. Donc vous avez le choix si vous voulez découvrir le travail de Pierrick Bourgault. Merci mille fois d'être venu sur ce plateau. On n'a pas beaucoup de temps, mais il y a tellement de belles choses. Regardez, il y a même Au bonheur des bistrots. Ça, c'est une ancienne édition. J'ai descendu tous les livres du bureau qu'on avait à la rédaction. Merci. Bon, allez, on joue. À présent, vous pouvez jouer avec nous, mais ne dites pas la réponse. Hein. Attention. Hein. Oui, on peut gagner un polo LMTV Sarthe cette semaine. Ils sont là, les polos. Il y a des polos à gagner comme ça, bon, tout au long de la semaine. C'est un XXL, c'est pas pour Aujourd'hui, il faut répondre à une question. En quelle année Canal 8, c'est l'ancêtre d'LMTV, a diffusé ses premières émissions? La réponse A, 1993, réponse B, 1994 ou réponse C, 1995. Je vous donne pas d'indice, hein. jeu@lmtv.fr pour jouer. On attend vos réponses pour gagner ces polos. Ils sont évidemment en plusieurs tailles, mais là, je vous ai montré le XXL. Demain, dans le journal, oui, on reçoit Arnaud Degor, le directeur régional de l'INSEE Pays de la Loire en ce moment. Il y a un recensement de la population, vous le savez peut-être. On va en parler avec lui, entre autres. Et puis mais là, maintenant, tout de suite... c'est Amoun Chamsoudine et Antoine Besson qui vous proposent 72 sports. Quant à nous, on se retrouve mardi à 18h30 en direct. Salut!